Bonjour, bienvenue dans Sans détour, le podcast de Géninem avec le soutien de notre partenaire la FIT. La FIT, c'est fondation-fit.ch, allez voir leur site internet. Ils soutiennent les entrepreneuses et les entrepreneurs dans le canton de Vaud avec 3 programmes. Fit Impact pour les programmes, pour les entreprises à impact, Fit Digital pour les entreprises digitales et Fit Tech pour les entreprises tech, vous l'aurez compris. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et souvent à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur vision du business, leur expérience entrepreneuriale. Et voilà, moi je m'appelle Cyril Deliaval, je suis coach au sein de l'association Géninem et aujourd'hui, j'ai le plaisir, là je te regarde, j'ai le plaisir de recevoir Elliot Vaucher. Je prépare toujours un petit laïus, tu me diras si c'est juste ou pas. Parcours atypique, mais après, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, ce mot, parcours atypique, pour les personnes qu'on reçoit dans Sans détour. Première partie de ta vie plutôt académique, philosophie à l'UNIL et machine learning à l'EPFL, avant de bifurquer, tu nous raconteras pourquoi, dans l'entrepreneuriat avec ton entreprise Ogram. Tu simplifies l'accès à l'IA autant pour des personnes que pour des entreprises et en parallèle, tu conçois des systèmes d'intelligence artificielle pour des entreprises plutôt dans les domaines du droit et de la finance. Aujourd'hui, avec toi, on va parler langage, c'est peut-être le point commun dans tout ça, révolution et stratégie. Ça te va Excellent. comme programme ? Parfait, ouais, je me réjouis beaucoup. Ok. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es ? Oui, alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici avec toi. Alors, qui je suis? J'ai grandi dans la région lyonnaise, dans un petit village, Gingin. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai étudié donc d'abord à l'université de Lausanne en lettres. Et par la suite, en fait, je suis même passé par Berne parce que j'ai fait un master en pratique des arts contemporains en écriture, en fait, en littérature. Et j'ai eu la chance de travailler dans un projet à l'EPFL qui introduisait en fait l'informatique dans les gymnases. Et c'est là que je me suis repassionné pour l'informatique et que j'ai fait ce complément de formation en machine learning. Donc de loin pas un master complet de l'EPFL. J'aurais beaucoup aimé pouvoir faire ça, mais je pense que mon niveau de maths aurait pas suivi. Donc voilà, c'est ça le parcours. Ouais. Le point commun ? Entre les différentes choses que j'ai étudiées, je pense que j'ai commencé la littérature à l'Uni, la philosophie, parce que ce qui m'intéressait, c'était le langage, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et puis, j'ai essayé en fait d'aller à Berne parce que ce qui m'intéressait, c'était de créer en fait des nouvelles choses. À l'Uni, en fait, j'ai trouvé assez vite un peu stérile le fait que c'était que de la recherche. Et je voulais écrire, en fait. C'était vraiment ma passion parce que le langage peut produire en fait des choses intéressantes. Et puis, j'ai pas été satisfait par le monde, on va dire, de la littérature en Suisse romande en particulier. Pourquoi ? Je pense que j'étais très immature à l'époque. Je peux T'as pas quel âge à me l'époque ? cacher. À l'époque, j'ai 21 ans quand je commence mon master à Berne. Et puis, j'ai des grandes ambitions. Je veux évidemment être écrivain, comme beaucoup. Et je pense que mon immaturité à l'époque, elle tient du fait que j'acceptais pas que en fait toute pratique professionnelle s'inscrit en fait dans un milieu. Et la littérature, c'est pareil. Il y a un milieu de la littérature en Suisse. Et moi, je suis arrivé un peu en pensant que je pouvais juste dire j'aime écrire, regardez ce que je fais et YOLO. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Il faut en fait s'inscrire, quoi, littéralement. Et donc, Avoir les codes, parler aux bonnes personnes. ouais, je pense que c'est un écosystème. Il faut comprendre comment il fonctionne. Il faut avoir un projet, en fait, qui est vraiment, qui est un vrai projet dans un sens. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose parce que dans les arts, que ce soit la littérature, le cinéma ou quoi que ce soit aussi, la réalisation, en fait, en étant un petit peu immature comme j'étais, je pensais que tu viens juste avec des textes, une création, et puis il se passe quelque chose et on t'adoube ou que sais-je. Et en fait, il faut vraiment avoir un vrai projet, c'est-à-dire il faut que tu dises, voilà, moi, mon projet, c'est d'écrire telle ou telle chose, c'est de réaliser telle ou telle chose, parce que j'ai toute une démarche derrière, et là, tout à coup, tu commences à faire vraiment carrière là-dedans. Sinon, ça reste un petit peu un travail en dilettante. Puis moi, c'était ce que je faisais à l'époque, j'étais un petit peu trop, comment dire, ouais, je pense que l'immaturité, ça caractérise bien, ouais. En dilettante. En dilettante, ouais. Ok. Et puis après, il y a ce projet où tu vas donc dans les écoles. Tu peux nous raconter ? Ouais. À ce moment-là, en fait, l'EPFL, un laboratoire en particulier de l'EPFL qui s'appelle le LEARN, qui est chapeauté par Francesco Mondada, qui est le professeur qui a fait les petits robots Timio pour apprendre aux enfants à programmer, en fait. Magnifique objet, réalisation totalement suisse.
Et lui, il cherchait un profil assez atypique, parce qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait aider dans les cours d'informatique qui allaient être écrits pour les gymnases romans. Ils avaient besoin de quelqu'un qui amenait peut-être des références en art numérique, qui amenait des références aussi, des ponts entre la littérature et l'informatique. Et Pourquoi donc, il cherchait ça, tu sais? parce que en fait, l'informatique, ça devenait une branche obligatoire au gymnase, hein, c'était en 2021, 2022. Et tout de suite, il y a eu un enjeu capital, c'est que on voulait plus que ça soit de la bureautique. À l'époque, c'était un peu de la bureautique. En gros, tu apprends à utiliser Excel. Excel, ouais. Là, ça devenait vraiment une matière scientifique. Mais il y avait un enjeu très important pour les gymnases à l'époque, c'est tu peux pas réamener encore des heures en fait de branches scientifiques au risque en fait de péjorer des profils qui le sont un petit peu moins et puis de renforcer ceux qui le sont déjà. Donc en fait la branche devait être amenée d'une façon, donc c'était fédéral, hein, mais la branche devait être amenée d'une façon équilibrée, donc aussi en touchant des sensibilités qui sont plus artistiques, linguistiques, etc. Donc en fait ils cherchaient un profil un peu comme moi, finalement j'ai eu de la chance, hein. Et quand je suis arrivé dans ce projet, tout de suite j'étais entouré de personnes ultra intéressantes, passionnées par l'informatique, des enseignants, des enseignantes, des chercheurs, des gens qui avaient des doctorats en informatique. Et, et en fait, quand je suis retombé là-dedans, j'ai recompris, parce que mon père est ingénieur en électronique, il a travaillé dans Internet, etc. Et j'ai recompris qu'en fait, j'étais quand même un petit peu tombé dedans quand j'étais petit, hein, les langages informatiques. Et ça m'a direct passionné. Puis voilà, les chemins ont fait que ça m'amène ici, quoi. Parce que, donc 2021, 2022, 2023, tu crées ton entreprise Mhm. pour... C'était quoi le but? C'était démocratiser un petit peu l'IA? C'était aider les gens à faire de l'IA? Tu dirais ça comment? J'ai saisi une opportunité au vol parce que à ce moment-là, mon mandat de l'EPFL se terminait. C'est des mandats à durée déterminée à l'EPFL, hein, très, très souvent. Là, c'était un mandat de 3 ans. Donc, quand j'ai fini ce projet de 3 ans, euh, arrive en fait ChatGPT en novembre 2022 environ, donc vraiment juste l'année avant que je termine mon mandat. Dans les laboratoires de l'EPFL avec mon collègue Sony à l'époque, on était passionnés par ça tous les jours. On s'échangeait des conversations, on disait mais regarde, c'est hallucinant ce qu'il a fait, etc. Et à ce moment-là, je me dis, mais mon mandat se termine. Il y a une révolution technologique qui fait enfin le pont entre mes deux plus grands centres d'intérêt, le langage humain, le langage informatique. Euh, il faut que j'en puisse en faire quelque chose. Et à ce moment-là, cet été, en fait, je me dis, on va regarder si je peux faire du conseil. Et puis j'ai la chance, en fait, d'ailleurs c'était toi, je crois, qui m'a mis en contact avec cette personne. J'ai la chance de rencontrer un avocat sur la place de Genève, quelqu'un de très sharp, très très intelligent et qui avait bien compris que quelque chose se jouait. Et lui, il me fait confiance, donc beaucoup de chance aussi de nouveau, et j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Et mon premier mandat, donc, c'est du conseil. C'est vraiment comment faire pour que nous, avocats, on puisse s'emparer d'une technologie de ce type. Et comment on fait? À l'époque, mal, en fait. Nous, c'est quelque chose qui nous a tout de suite frappé. Et de nouveau, j'ai eu la chance que j'ai rencontré cette personne en particulier, parce que quand je suis arrivé chez lui, il voulait faire un audit, hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'avocat et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de l'IA? Et quand il regardait ce que ChatGPT produisait à l'époque, donc automne 2023, première version hein, vraiment de l'outil, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement critique, de pointu, et il me disait juste, mais le résultat, c'est mort, on peut rien faire de ça, c'est juste pas à niveau. Donc à l'époque, on pouvait en fait pas en faire grand-chose en tant qu'avocat. Mais nous, notre vision de ça, donc je parle de nous avec mes associés, hein, depuis le début, elle a toujours été, mais cet outil il va évoluer, il y a d'autres outils qui vont évoluer en parallèle, mais soyons toujours prudents sur qu'est-ce que nous, on est capable de faire mieux que certaines plateformes américaines. Et le temps, dans un sens, nous donne raison, parce qu'au final, la première version de ChatGPT, elle était inutilisable pour des avocats. Les nouvelles versions de Claude, hein, ou peu importe le modèle utilisé, c'est des armes de guerre. Donc en fait, en 2 ans et demi, 3 ans, on est passé de cet outil est inutilisable, il nous en faut des autres, à c'est du plug and play. Tu prends l'outil, tu le testes sur tes workflows habituels et ça marche. Donc je pense qu'on va en arriver là, mais ouais, enfin, pour le dire d'une manière différente, vas-y, ouais. Non, je t'écoute. Je pense que nous, au début, on observait que c'était pas encore à niveau.
Mais on avait une intuition au fond de nous, c'est qu'on ne pouvait pas faire la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, hein, selon la fable de La Fontaine. Les Américains, ils avaient quand même de l'avance sur les produits qu'ils construisaient. Et comme on regardait vraiment ce qui se passait au jour le jour dans ces laboratoires, on savait que c'était dur de régater. Donc à cette époque-là, on a été assez méfiants. On s'est dit, n'allons pas trop vite en besogne. On va tester, on va continuer de faire des tests, on va essayer de faire mieux, on va essayer. Puis il y a eu plusieurs fois, donc dans les 2 ou 3 dernières années, où on a eu l'impression qu'on pouvait amener une nouvelle pièce, en fait, pierre à l'édifice. Mais très vite, 2 mois plus tard, OpenAI ou Anthropic sortait une nouvelle version et en fait, cette pierre à l'édifice qu'on avait amenée, elle était déjà caduque. Et notre vraiment mentalité ou nos valeurs ont fait qu'on s'est dit, on va continuellement regarder ce qui se fait de mieux et essayer de donner à nos clients ce qui se fait de mieux dans l'industrie. On ne peut pas en fait rouler tous les jours en Ferrari ou en Porsche en utilisant les modèles d'OpenAI pour nous, hein, pour coder, et derrière servir à des clients une voiture de seconde catégorie. Pour moi, en fait, c'est pas possible de faire ça. Mais parce que là où ce que je comprends pas, c'est que donc tu es chez cet avocat, il veut faire un audit, il veut voir comment on peut utiliser ça. Les modèles de l'époque, si je comprends bien, ne permettent pas vraiment de le faire. Donc quoi, la mission elle s'arrête, il vous dit merci de chaud ou... Ça a duré, je pense, 2 ans où on a essayé de faire des tests, on a essayé de voir jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait pas. Et puis, la finalité de cette histoire particulière et spécifique, c'est que on choisit une solution autre, en fait, hein, finalement. Donc nous, c'était un petit peu le risque qu'on a pris, puis je le dis de façon tout à fait transparente. Je pense qu'on a perdu certaines opportunités en nous déplaçant pas assez vite, peut-être sur le marché suisse, en disant il faut une solution locale, 100% locale suisse, comme certains de nos concurrents. Parce que nous, notre valeur profonde a toujours été, comme je te le disais, on ne peut pas rouler en Ferrari et mettre dans les mains de nos clients une Lada. Donc on était obligé d'attendre, d'avoir compris suffisamment comment marchaient ces systèmes pour savoir où est-ce qu'on allait ajouter notre pierre. Et beaucoup de gens ont pensé que la pierre qu'il fallait ajouter, c'était faire que les modèles soient des modèles suisses, que toute l'inférence soit exécutée sur des serveurs en Suisse. Et puis nous, ça nous a toujours paru un petit peu bizarre, pour des raisons techniques qu'on peut évoquer. Et ça a fait que, en prenant un petit peu plus de temps que certains concurrents à se positionner sur le marché suisse, on a pu perdre certaines opportunités. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est bien avec ce en quoi on a cru, c'est qu'on est super bien positionné parce que maintenant, le gap, l'écart entre ces outils qui ont été façonnés en Suisse et ces outils qui sont les flagship modèles américains, il est trop grand. Et les gens commencent à se réveiller en fait de ça. Et puis, ça va donner lieu à plusieurs positionnements. Soit, en tant que Suisse, tu peux te dire, il faut qu'on redouble d'efforts et puis qu'on mette plus d'investissement pour entraîner nos modèles. Soit tu peux te dire, il faut qu'on trouve stratégiquement où se positionner pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans les laboratoires américains et l'adapter en fait à ce qu'on fait ici. Et nous, c'est plutôt ça notre positionnement. Okay. Parce que en quoi c'est un enjeu pour ce cabinet d'avocats ou un autre de mettre tes données dans ChatGPT? Si tu as la version payante, on te garantit que non, on va pas... Là, on enregistre, on est en juin 26. On nous dit non, mais vous inquiétez pas, si vous avez la version payante, on va pas se servir de vos données pour entraîner. Donc, en quoi c'est un problème pour un cabinet d'avocats d'utiliser ces solutions-là, ces solutions américaines? Ouais. Il y a vraiment beaucoup de niveaux différents dans cette question-là. Et puis, elle dépend aussi de la sensibilité, évidemment, du cabinet, de l'avocat, hein, finalement, et des partenaires eux-mêmes. Mais il y a plusieurs niveaux dans cette question parce qu'il y a des obligations légales. Les avocats, en fait, ils travaillent avec des données qui sont soumises au secret, avec des données qui sont des données, des identifiants personnels, etc. Donc, en fait, il y a toute une série de lois qui s'appliquent à leur pratique. Et les lois, elles ont pas encore pris en charge ces modèles-là ou elles ont déjà pris en charge? Non, c'est juste que, en fait, il n'y a pas d'incompatibilité totale entre utiliser des outils américains et travailler avec des données sensibles, personnelles ou même privées. Pas d'incompatibilité en loi, si on veut, en droit. Mais il y a de fortes restrictions quand même. C'est-à-dire, si tu travailles avec des données qui sont soumises au secret, tu dois prendre toute une série de précautions dans les contrats que tu négocies avec le fournisseur, ici en l'occurrence OpenAI ou Anthropic, pour faire les choses correctement. Donc, tu dois avoir des contrats spécifiques de processing des données. Et donc, les avocats, pour eux, c'est évidemment crucial. Nous, si tu veux, depuis le début, on s'est dit, c'est un enjeu crucial,
Mais le risque de vouloir en fait juste refaire ce que les Américains font à la sauce suisse, plutôt que de passer par des contrats pour l'exécuter, en fait, ne nous paraît pas bon à prendre en fait. Donc on préfère négocier les contrats adaptés et être sûr que le périmètre de données il est sécurisé, qu'il y a tout qui est mis en place pour que ce soit parfait, que de reconstruire en Suisse quelque chose qui existe déjà et qui existe mieux ailleurs. Parce qu'en même temps qu'on a ces enjeux-là, je connais pas l'infrastructure informatique de ce cabinet d'avocats ni des autres, mais tout le monde aujourd'hui est sur Windows ou même sur des suites Gmail. Alors, ok, t'as Infomaniac avec sa K-Suite, mais je pense que la grande majorité de la bureautique en Suisse, les gens sont chez Windows et c'est un américain. Enfin, Tout à fait, ouais. pourquoi ça pose un problème sur le LLM et ça pose pas de problème sur la bureautique? Bah, c'est une excellente question. À nouveau, je pense que chacun devrait finalement se positionner sur ces questions-là. On est très dépendant en fait de beaucoup de services américains. Microsoft, en l'occurrence, c'est finalement le backbone de toute l'administration suisse, en grande partie des écoles aussi. Donc on est très lié aux services américains. C'est pas un problème si tout à coup la Suisse se dit on aimerait plutôt se désolidariser de ces outils. Et là, c'est peut-être une nouvelle opportunité, l'arrivée de l'IA, de dire peut-être qu'on a besoin de moins d'Amérique dans nos vies, pour reprendre les propos du journaliste. C'est une possibilité. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas être naïf non plus, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'outils qu'on utilise déjà qui sont en main américaine. Et si tu prends même, ne serait-ce que les smartphones qu'on utilise tous les jours, les machines qu'on utilise, Apple, Windows, enfin Microsoft ou n'importe quel ordinateur, sont aussi des machines américaines. Donc il faut en fait être précis sur ce qu'on définit comme périmètre. Et puis, il ne faut pas être naïf sur le fait qu'il y a beaucoup de services déjà qu'on utilise qui sont américains. Mais ça ne veut pas dire... En fait, l'erreur serait de se dire c'est parce qu'on a déjà un petit peu les mains dans le cambouis qu'en fait, on abandonne tout et puis on y va. Mais, Ok. ouais. Alors aujourd'hui, Ogram, vous faites quoi? Alors aujourd'hui, notre proposition de valeur, vraiment, c'est de maximiser la qualité d'utilisation de l'intelligence artificielle pour des clients dans le droit et la finance. Donc, on utilise toutes sortes de techniques, certaines qui sont tout à fait connues, comme l'utilisation de skills, de plugins, de connecteurs, etc., pour augmenter la qualité en fait de l'intelligence artificielle. Et d'autres qui sont en fait nos sauces secrètes, qu'on a développées nous-mêmes, donc qui sont un petit peu notre propriété intellectuelle. Donc, pour te donner un exemple concret, quand tu travailles sur des très grands volumes de documents, donc imagine, tu as, je sais pas, 10 gigaoctets de données financières ou légales, et puis tu dois traiter toutes ces données en une fois. Bah, par exemple, si tu vas dans ChatGPT, bêtement, tu peux déjà pas mettre 10 gigaoctets de documents, c'est déjà mort. Mais les systèmes américains vont évoluer, puis bientôt tu pourras mettre 10 gigaoctets. Mais le deuxième problème que tu vas avoir, c'est quand tu fais une tâche de très longue durée, au bout d'un certain temps, tu dépasses la taille de contexte limite de ton modèle. Et donc, il y a une sorte de compaction qui a lieu et où tu perds en fait une certaine partie du contexte précédent. Bah, ça, on a développé une technique spéciale, une technologie même, on peut dire, de compaction plus intelligente avec des contrats qui font que tu gardes en fait 100% en fait des données précédentes. Et ça, c'est un petit peu notre IP. Ouais. Et les gens qui signent avec vous aujourd'hui, ils signent avec vous parce qu'il y a une hype de l'IA et puis qu'il faut pouvoir dire au prochain dîner mondain que oui, nous, on travaille avec Ogram. C'est pour, c'est pour réduire les coûts, c'est pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est pour remplacer une réceptionniste, c'est quoi? Pourquoi on utilise Ogram? Ben, l'exemple le plus flagrant que tu puisses avoir, vendredi dernier, on donnait une formation chez des avocats où on leur apprend en fait à intégrer finalement ces outils. Puis on fait un test, périmètre de données sécurisé, les bons contrats, etc. Tu prends l'entièreté des données d'une procédure. Tous les procès-verbaux, toutes les lois applicables, toutes les sources du droit, ta jurisprudence, etc. Donc vraiment, tu as un dossier de nouveau. On est à des gigaoctets de données. Complexe, pointu, précise, etc. L'avocat, quand il travaille sur une procédure, il se dit « je dois être tout le temps au courant de tout ce qui s'est passé dans cette procédure, de tous les derniers faits, de toutes les actualités, etc. » Tu mets tout ça en une fois dans le bon système, bien configuré. En 5 minutes, en 10 minutes, mettons, tu as une réponse parfaite qui t'aurait pris, allez, 1-2 jours de travail, 1 ou 2 jours de travail, pour un avocat déjà bien senior.
Donc voilà, tu as vite fait le calcul. Je pense que c'est même plus vraiment une question de juste bête efficacité ou être un petit peu plus rapide. C'est une autre manière de travailler. C'est juste complètement différent. Et un autre exemple que je trouve intéressant pour amener un petit peu d'eau au moulin de tout ce débat, est-ce que c'est efficace ou pas, comme tu peux faire des tâches qui sont des tâches de fond, bah en fait, tu peux faire tourner des modèles qui travaillent pendant la nuit. Donc tu vois, en tant qu'avocat, tu reçois à 19h30, je caricature à peine, mais je pensais ça, tu reçois un paquet de données qui est de la news en fait sur une procédure que tu suis. Toi, tu es censé le lendemain matin à 7h connaître toutes ces nouveautés. Bah, tu lances un agent pendant la nuit, travaille en fait sur ces données, puis le lendemain matin, tu as un compte rendu en fait qui te permet de gagner de nouveau 2 heures d'efficacité sur ta journée. Et ton modèle d'affaires aujourd'hui, c'est quoi? C'est un SaaS? C'est des heures? C'est un peu un hybride service SaaS dans le fond, si on veut. Nous, à la base, on facture le temps que ça nous prend de configurer les bons outils IA pour notre client. Aujourd'hui, le sur-mesure, c'est même plus en fait en nice to have, c'est vraiment la règle. Il n'y a rien qui se fait qui n'est pas sur-mesure. En fait, c'est pas du tout intéressant d'avoir de l'IA si elle n'est pas sur-mesure. S'il y avait de l'IA qui n'était pas sur mesure, tu aurais la même IA que tous tes concurrents et donc tu n'aurais aucun avantage concurrentiel. Donc pour nous, ça c'est déjà une donnée de fait de base. On ne peut pas produire quelque chose qui soit une plateforme même pour tout le monde. Donc nous, on prend déjà un certain temps à configurer l'outil pour nos clients et puis ça, c'est vraiment du service. Puis après, à partir du moment où on a configuré l'outil, bah nous, ce qu'on garantit au client et qui devient du coup plus en abonnement, c'est que nous, on garantit que le client ait toujours accès au maximum de qualité de ce qu'il peut obtenir de l'IA sur le long terme. Et là, on facture un abonnement pour cette maintenance, si on veut, mise à jour, perfectionnement des skills, etc. Et panier moyen, tu peux nous donner un petit peu... Enfin, ça prend quoi? Ça prend une journée à configurer? Ça prend 20 jours? Ça prend... Non, ça nous prend un projet complet, on va dire, du moment où on a fait un petit peu l'audit des besoins jusqu'au moment où la personne plug and play, elle a ses équipes formées, parce qu'on fait aussi la formation à côté. Ça prend environ un mois un projet de ce type. Okay. Et ça coûte mal taillé? Entre 10 et 20, je dirais, pour la configuration. Entre 10 et 20 000 francs, dépendamment du nombre en fait, de skills particuliers qu'on doit configurer. Un exemple très simple de ça, de nouveau pour bien comprendre, c'est que si toi, tu utilises aujourd'hui des outils comme, je sais pas, tu utilises Outlook pour tes mails, tu utilises, par exemple, si tu fais des choses en finance, tu utilises peut-être PitchBook pour trouver des targets intéressantes, etc. Bah, en fait, tu as tout cet écosystème d'outils qu'on va devoir venir configurer dans ta plateforme IA. Et ça, c'est de la configuration sur mesure. Donc, ça dépend un petit peu du nombre de connecteurs que tu as, et ainsi de suite. Ok. Merci. Ça, c'est par rapport au droit. Ouais. Par rapport à la finance, c'est quoi un peu votre périmètre? Finance, en fait, on a fait un petit peu le même constat. Notre constat, à la base, il était... On a fait le tour, on a sondé un petit peu les PME, on a essayé de travailler aussi avec beaucoup de gens. Là, on a parlé du droit, mais finalement, on a travaillé même ensemble aussi avec Genilem. Donc nous, au début, quand on a eu en main les outils d'IA, avec notre sensibilité plus de développeurs, on s'est rendu compte très vite, mais en fait, le potentiel, il est infini. Je veux dire, tu peux littéralement tout faire. Moi, l'image que je prends souvent, c'est tout ce que tu fais aujourd'hui derrière un ordi. In fine, si tu vas au bout de la chose, c'est de la manipulation de bits d'informations sur ton ordi. Donc, en fait, tout ce que tu fais derrière un ordi est susceptible d'être mieux fait par un modèle de langage qui est capable de générer du code. C'est vraiment l'abstraction que je donne parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les jours, les gens, ils sont rincés par des news. Il y a ça qui sort, il y a ça, etc. Moi, depuis 2 ans, je garde comme vision finale, dans un certain nombre de mois, d'années, on aura juste une interface où on parlera en langage naturel, que ce soit par écrit, par la parole, etc., peu importe. Et puis, l'ordinateur exécutera toutes les instructions qu'on lui a données de façon 100% autonome. T'as plus vraiment ce truc d'avoir des apps que tu ouvres et puis machin. Partant de ce constat-là, nous, on s'est dit, mais en fait, les possibilités, elles sont infinies. Et vraiment, elles le sont. Elles le sont. Moi, je pense qu'elles le sont complètement. Et en fait, après, par contre, on a sondé le marché, puis on s'est rendu compte que 9 fois sur 10, les besoins que la personne avait allaient être couverts par une solution mainstream. Simplement. C'est-à-dire, il y a plein de domaines d'activité où ce que tu peux optimiser via un ordi, c'est, aller à la limite, une partie de ta compta, c'est mieux écrire des mails, mieux rédiger des lettres, mieux faire tes contrats, mais des contrats basiques. En fait, ça, il n'y aurait pas de valeur ajoutée à avoir des outils de pointe. Il y a besoin d'IA, mais pas forcément configuré sur mesure, etc. Puis après, restent les domaines où, au contraire, tu as vraiment de la manipulation d'informations
à haut risque, avec des enjeux élevés. Puis assez vite, tu tombes sur les domaines du droit, de la finance, du médical. Mais le médical, nous, c'était dès le début un petit peu hors course, hors catégorie déjà, parce qu'on manque clairement d'expérience là-dedans. On vient pas du tout de ce milieu-là. Et puis aussi parce que le médical pose des enjeux encore complètement différents en termes de données, en termes de gestion des données, etc. Et il y a des gros acteurs, hein, on a tout de suite vu au CHUV, typiquement, ils ont des équipes ultra carrées sur la question des modèles, ils en entraînent aussi en local et tout, donc c'est super intéressant. Et donc, en faisant ce constat, on se dit, ok, bah, finance, droit, quelques autres domaines d'activité peut-être. Comme toi, tu travailles aussi et tu as travaillé longtemps avec Genilem dans cet écosystème, tu sais aussi que bah, on se positionne forcément au début dans le terreau local. Et dans le terreau local, à Genève par exemple, bah, droit, finance, tu es assez bien positionné. Et puis bah, en fait, là, du coup, pour les personnes pour qui on travaille en finance, c'est plus prends toutes les activités que tu fais, gestion de portefeuille, reporting, qu'est-ce que tu peux avoir encore si tu fais du private equity, bah, tu vas devoir très souvent aller rechercher de l'information sur des targets, sur des acheteurs potentiels. Tout ça, c'est des manipulations que tu fais via un ordinateur, donc que tu peux automatiser avec un LLM. Il va rester quoi à l'humain? T'es pas... Parce que typiquement, tu vois, quand tu parles de cet exemple de le cabinet d'avocats qui reçoit une tonne d'informations à digérer à 19h30 et puis le lendemain, elle doit le faire, enfin, elle doit se positionner, elle doit donner des suites à 8h30 le lendemain matin. Avant, bon, bah voilà, il prenait l'avocat, j'imagine, ou l'avocate prenait connaissance du dossier, réfléchissait, essayait de faire très certainement des mappings cérébraux. Je suis pas neurologue, mais tu vois, il faisait tout ça, Ouais. il processait son cerveau, puis après, il posait son avis, puis il émettait une suite. Aujourd'hui, baguette magique avec une de vos solutions ou une autre, c'est l'IA qui le fait. Mhm. Enfin, on va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais du coup, il se positionne comment l'avocat par rapport à ça? Il se dit qu'il a une perte de valeur, il se dit qu'il va être augmenté, c'est quoi? Bah, je pense que tu peux le voir de la façon un petit peu comique, enfin comédie on va dire, ou tu peux le voir d'une façon plus philosophique comme tu dis. La façon comique, c'est juste, en fait, aujourd'hui l'avocat, il se pose même pas vraiment cette question parce que c'est une question de vie ou de mort. Je pense que quand tu finis ta journée de travail à 8h30, puis que tu reçois encore un dossier qui est assommant sur la tronche, puis qu'en fait tu dois répondre vraiment à 10h30 à ton téléphone parce qu'il y a un client énervé qui t'appelle, etc. Là, il y a juste une question de vie ou de mort. C'est en fait, si t'as pas cet outil, bah, au bout d'un moment, tu peux plus travailler, puis voilà. Donc Puis aujourd'hui, tu mets la clé ils sous la ont des porte. stagiaires qui leur filent le document, les mecs, les stagiaires, ils épluchent, ils leur font un compte rendu. Ouais, alors si t'as la chance de pouvoir te payer des stagiaires, si t'as suffisamment de volume d'affaires, etc. Mais tu vois, c'est une question, je pense ici, qui est presque un petit peu vitale. C'est le côté, Ouais. ben, au bout d'un moment, chacun doit travailler avec les outils qui sont les plus performants pour pouvoir bah, effectuer ton travail efficacement. Mais après, par contre, il y a la question plus philosophique. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est si tu enlèves une partie des tâches que l'humain fait, tu redonnes à l'humain une autre partie des tâches que l'humain fait mieux que la machine, tu vois. C'est-à-dire ta machine humain, bah moi je trouve que tant mieux qu'on fait des tâches qui sont machinales parce qu'elles sont susceptibles d'être automatisées pour des machines, soient faites par des machines, puis que des tâches qui sont humaines, comme le contact, comme l'interpersonnel, le fait que tu as une sensibilité, tu as une vision du monde, tu as des croyances, tu as des valeurs, tu as une éthique spécifique qui n'est pas la même qu'un autre avocat, bah, toutes ces choses-là, c'est ce qui va faire ta couleur à toi et qui, dans le fond, te rend intéressant. Donc moi, pour moi, l'outil mécanique, autant qu'il soit piloté par une machine, enfin la partie mécanique de ton travail, et la partie humaine, autant que tu aies plus de temps pour faire ça. D'ailleurs, très simplement, les avocats, ce qu'ils disent, c'est moi, ce que j'aime faire, souvent je caricature à peine, mais c'est faire du conseil. C'est faire de l'intelligence stratégique, tactique, comment est-ce qu'on va gérer ça. C'est pas éplucher en fait des dossiers faramineux. Il y a des gens qui aiment ça aussi. Mais ça, si tu paramètres bien ton IA, ton avocat 2.0 que tu auras bientôt dans ta poche, tu lui dis voilà, voilà mes valeurs, voilà mon Mhm. éthique, voilà, Mhm, voilà, mhm. voilà, voilà. Tu vois, ou même toi, enfin, tu vois, Ouais. Elliot, on peut le remplacer par, enfin, toute cette intelligence, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, toute cette intelligence que tu décris, plutôt émotionnelle, plutôt, mais elle va pas être Mhm. machinalement faite. Alors, super intéressant parce que en effet, je pense des fois les gens sous-estiment que ces outils sont aussi très bons en tactique. Et d'ailleurs, il y a un truc très simple que j'aime bien, qui me fait souvent marrer. Les gens disent ouais, le jugement reste à l'humain. Euh, En l'occurrence, des machines, des ordinateurs sont extrêmement bons à porter des jugements. D'ailleurs, des jugements souvent beaucoup plus objectifs
Parce que l'humain, par nature, est biaisé, tu vois. Bon. Donc ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a plein de tâches aussi de ce type. Moi, ce que j'entendais par là, c'est plutôt, même, vraiment, si tu coupes matière qui appartient à l'humain, dans un sens, et puis idée ou traitement de l'information qui appartient à l'ordi, je trouve déjà que tu as un découpage un peu plus correct. Ok. En fait, nous, on est des pachydermes évolués, tu vois. Enfin, on est un peu des grands singes qui ont muté, bon, tout ce que tu veux. Mais à la fin, notre terrain de réalité, notre terrain de jeu, c'est quand même le réel, la matière. L'information, on sait l'utiliser, mais des ordinateurs l'utilisent mieux que nous. Donc, moi, je pense même que l'humain a tout intérêt à gagner, en fait, à, à se dire, moi, en tant qu'humain, j'ai des limites. Je suis pas ultra bon en calcul, je suis pas une machine à calculer, une machine à planifier, une machine à faire des scénarios. J'ai des limites, mais par contre, j'ai des limites qui sont absolument uniques. Toi, tu as des limites qui sont absolument uniques par ton éducation, ton parcours, tes connaissances, tes croyances, etc. Bah, en fait, c'est ça qui fait notre plus-value, tu vois. Donc, en fait, je te rejoins sur le fait que un outil bien configuré peut aussi planifier, anticiper, faire des scénarios. Mais ce qui va lui manquer, c'est ce qui te constitue toi, c'est-à-dire à quel moment, toi, tu fais le choix d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Nous, on s'est rencontrés, je pense, plus ou moins quand peut-être un petit peu avant Ogram, je pense 22, 23, tu participais à un programme Mhm. YouCreate de l'Université de Lausanne. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. On a gardé contact, ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, je sais que t'es papa. Mhm. Alors, c'est un garçon. Ton fils, tu vas l'orienter vers quoi? Alors, après, c'est son chemin, j'entends, mais tu vois, ou t'aimerais l'orienter vers quoi? Comme il a 2 ans, c'est encore compliqué. Clairement. Mais parce que se posent toutes ces questions-là, tu vois, Mhm. je trouve. Ouais, je comprends, bien Et sûr. après, on Ouais. reparle business, mais j'aimerais juste avoir ton avis, toi, qui est pour moi une des Ouais. personnes les plus pointues que j'ai rencontrées ces dernières années sur ces Si. enjeux-là. C'est que tu lui dis quoi? Enfin, tu lui diras quoi quand il aura 10 ans? Ouais, non, c'est une excellente question. Et ça mérite justement de réfléchir un peu, tu vois, à la réponse. Mais non, premièrement, je pense que ça serait une erreur, tu vois, de projeter. Je pense qu'il faut jamais projeter. Bon, voilà, il va vivre sa vie, il fera ses expériences, etc. Quel monde j'imagine au moment où il grandira, et puis comment Ben, je pense que faut en revenir à. Enfin, moi, ce que j'essaierais de lui transmettre, c'est plus des valeurs, en fait, hein. C'est bête à dire, mais je crois qu'on en revient à ça. C'est qu'en fait, c'est les valeurs que tu as à la base qui vont t'aider à t'orienter comme boussole dans le monde, mais beaucoup plus que il faut faire tel métier. Mais aujourd'hui, moi, je remarque un truc flagrant, hein. Tu sais, on parle depuis un certain temps que sur les réseaux sociaux, tout le monde est en proie à des bulles de filtres. C'est-à-dire, on est tous exposés à des contenus qui sont faits pour nous, quoi, qui renforcent en fait nos croyances. Mais ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de en fait, ce qu'on devrait enseigner et apprendre. C'est la valeur qui est que ne juge jamais quelqu'un d'autre sans savoir d'où il vient, d'où elle vient, à quoi il a été exposé. Parce qu'aujourd'hui, le gros danger, c'est que comme toi, t'es exposé que à des contenus qui renforcent tes biais, tu vas voir l'autre personne et puis en fait, tu vas la juger exactement par rapport à ta connaissance du réel et t'oublies qu'en fait, elle est exposée à un tout autre monde. Puis en fait, ça, derrière, ce qui résout ça, c'est juste une valeur humaine. C'est la capacité de se mettre à la place Ouais. de l'autre, d'écouter l'autre en fait attentivement, enfin, basique quoi. Donc moi, c'est Ok. plutôt sur des valeurs où je dirais, voilà. Merci pour cette petite parenthèse pédagogique. On revient sur ces aspects de business. On le comprend, que ce soit le droit, que ce soit la finance. Effectivement, toi, tu es la personne qui a configuré les outils que Genilem propose en IA. Mhm. Très vite, hein, parce qu'on sort Ouais, ça c'est tôt, ouais. 22, fin 22, début 23, je pense. Dans mon souvenir, Et on les a pas fait évoluer depuis. Hein. c'était plutôt printemps 2023, ouais, ouais. Je pense Printemps que c'était ça, 23, hein, ouais, ouais. ouais. Et je pense qu'ils étaient prêts Ouais, octobre-novembre 22 et on les ouais. sort. Mais qu'importe. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont une idée entrepreneuriale, à aller jouer avec. Moi, je le dis volontairement comme ça. Euh, donc, ouais, on comprend bien qu'autant un cabinet d'avocats qu'une association à but non lucratif comme Genilem, ils peuvent être impactés. Après, ils Mhm. décident ou pas. Euh, une personne aujourd'hui, une chef et un chef d'entreprise de PME, qui a sa PME, ils sont 10, il s'y est pas encore mis. Tu lui dis quoi? Il n'a pas forcément les 20 000 francs pour revoir tout son workflow. Il a peut-être Ouais. peur de devoir licencier 3 personnes s'il le fait. Mais tu lui dis quoi? Il vient te voir et te dit Elliot, on fait quoi? On fait quoi? Ouais. Ben, comme je te disais, nous, c'est pas forcément notre cible d'aller voir n'importe quelle PME.
Mais si je le fais sous un angle de conseil, juste de, OK, bah, qu'est-ce que vous pourriez faire? Aujourd'hui, il faut tester. C'est juste, il n'y a pas de miracle. Ça, en gros, c'est c'est ce que tout le monde est en train de faire sur son téléphone ou à la maison. Et puis, on t'arrive en entreprise, puis on te dit, ah, bah, il n'y a pas de licence ChatGPT, Claude ou peu importe. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as du shadow AI, et puis, en fait, tout le monde le fait, finalement, mais en scred, et puis, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Il y a des vrais enjeux de données, de souveraineté, il y a... Ben, ou pas? ouais, il y a de multiples enjeux. Alors, il y a des vrais enjeux de données de souveraineté, ça, c'est juste une évidence. C'est-à-dire que si tout à coup tu commences à, je sais pas, au final, ouais, alors on peut épiloguer longtemps parce que si par exemple c'est une petite PME du tissu économique roman, Est-ce que vraiment... voilà, ça c'est des questions de sensibilité. Moi. Mais après, par contre, c'est plus une question de gestion d'équipe. C'est qu'en fait, puis ça, c'est un truc super intéressant. L'autre jour, je parlais avec une PME justement plus industrielle suisse-allemande. Et puis eux, ils ont un projet IA en cours. Puis moi, je faisais du conseil, juste vraiment une overview de ce qui est en train de se passer un peu à l'intérieur. Et puis là, il se passe quelque chose vraiment, moi, je trouve de merveilleux. Parce que on peut dire ce qu'on veut de l'IA, c'est bien, c'est mal, blablabla. Là, en gros, tu as une PME qui a donné des licences parfaitement configurées, GPT Business, tout ce qu'il faut en fait pour ses employés. Et puis, il y avait le chef IT avec qui je discutais qui me dit, mais tu te rends pas compte, en fait, tous les jours, j'ai mes équipes, n'importe quelle équipe, les sales, les RH, tout ce que tu veux, qui viennent avec une infinité d'idées. Ah, on a fait ça, puis on a créé ce dashboard, et puis on a créé ce nouveau truc. Puis en fait, ça fait fourmiller les gens. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc pour répondre à ta question, le danger du shadow AI, soit les données confidentielles, mais aussi la dispersion de l'activité. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont bosser dans leur coin, qui vont pas faire du transfert, du partage de connaissances de ah bah j'ai réussi à construire ça avec GPT. Puis en fait du coup t'as pas les intérêts composés en fait de la montée en compétences de ton entreprise. Tu vas te retrouver à avoir plutôt des îlots de gens qui dans leur coin ont construit leurs petits outils. Puis ça c'est un petit peu dommage. Et tu perds beaucoup d'efficacité avec ça, quoi. Donc moi, je leur dirais, essayez, parce que je rencontre encore aujourd'hui, moi, des fois, ça me paraît assez hallucinant, mais je comprends aussi, il y a des réticences, mais je rencontre encore des gens aujourd'hui qui me disent, bah, ah non, moi, j'ai fait un test il y a 6 mois. À la vitesse à laquelle ça s'accélère, un test d'il y a 6 mois, il est plus du tout pertinent. Et pour les patrons d'entreprise, ben, c'est essentiel de tester. Et pas de tester une fois en se disant, ouais, c'est sympa, mais vraiment tous les jours, d'y retourner un petit peu, de tester, de voir un peu comment ça réagit. Et donc, mais sur quoi? Tu dirais sur les mails, sur aide-moi à répondre à cet email, sur qu'est-ce que tu penses de ma compta, sur voilà mes contrats de travail, est-ce qu'il y a des lacunes? Enfin, Moi, je trouve le plus bluffant, c'est, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est d'élaborer des scénarios, des stratégies sur base de faits, hein, sur base de chiffres, sur base de... Parce que là, tu vois qu'en fait, ça te permet de t'ouvrir tes horizons. En fait, un humain, il est bon pour imaginer 2 ou 3 scénarios. Un ordinateur, il est bon pour en imaginer un millier. Si tu lui dis fais-moi une liste de 1000, ben, il te fait les 1000 en fait, parce que c'est une machine à calculer. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très puissant. Pour et donner un après, exemple. il est capable de les hiérarchiser. Bah ouais, mais sur des... Alors ça, c'est très important parce que il peut les hiérarchiser, mais il les hiérarchisera pas sur une base, par exemple, comptable, factuelle, légale, etc. Il les hiérarchisera sur une base qui est un petit peu probabiliste, mais au sens où qu'est-ce que, dans le sentiment commun, dans tous les textes d'Internet que j'ai lus, pourquoi cette option serait mieux que celle-là? C'est plus de la logique un peu, mais de la logique Ok. un peu bancale, hein, dans un sens. Presque de la statistique. C'est de toute façon de la statistique. Ok. Ouais. Mais après, cette statistique, elle est hyper malléable. Mais ouais, c'est de la statistique. Ouais. Ok. Donc toi, tu lui recommandes d'y aller, quoi, de se lancer et puis. Bah, je te donne un exemple concret. L'autre Ouais. jour, ma sœur qui a créé en fait une petite buvette dans la région alémanique, en fait, elle a opéré ça Non, mais avec on va lui faire de la pub, elle est où? ses amis. Ouais, mais tu Ah verras non. la fin de l'histoire. Ok. Voilà, Non, non, bah, malheureusement, en fait, c'est plutôt la fin. ok. Et puis là se pose la question. Donc c'était un petit café, hein, en gros. Et puis, c'est la fin de cette expérience. Elle avait fait ça avec plusieurs amis. Et elle cherchait, en fait, potentiellement à remettre le fonds de commerce, à revendre. Et puis moi, je lui dis, mais ok, très bien, c'est parfait, tu as des chiffres, donc vous avez vos bilans annuels, etc. Ouais, ouais, ben évidemment, on a tout ça, on a tous les chiffres. Je lui dis, mais regarde, on fait un petit test. On s'amuse, hein, c'est juste pour s'amuser. On fait un test. On prend les chiffres de vos 4 derniers exercices. Et puis on demande à Claude, en l'occurrence, c'était Claude, on demande à Claude, modélise-moi d'autres modèles d'affaires appliqués au même fonds de commerce, au même endroit, avec le même passage, mais qui auraient opéré un petit peu différemment. Genre, plutôt que de faire des cafés, des sandwichs, ben, tu fais des kebabs, j'en sais rien. Puis, en fait, il m'a modélisé 5 scénarios.
chiffres à la main, tous les résultats annuels, les marges que tu te prends sur les salaires et tout. Donc ça, c'est juste c'est des chiffres, il n'y a rien d'inventé, quoi. Mais c'est juste des modélisations. Bah, là, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, mais Elle a réagi comment évidemment. ça? Bah, elle s'est marrée. Bon, elle, c'est pas forcément sa tasse de thé, ok. Mais non, elle a trouvé super. Mais après, elle me disait, ben voilà, on le fera à notre sauce. Mais en tout cas, ça lui a clairement ouvert les yeux sur des possibilités. Ouais. Ok. Et tu dirais que c'est ça le plus grand avantage aujourd'hui de ces solutions-là, c'est d'ouvrir les yeux sur d'autres perspectives Ouais, ou je pense que c'est d'accomplir possible, d'autres ouais. tâches, tu vois. Ouais, alors il y a les deux, évidemment. Bah, il y a les deux parce que moi, je parle surtout d'ouvrir les yeux parce que je pense que c'est quelque chose qui est moins communiqué, en fait, finalement. Accélérer la création de tâches ou l'effectuation de tâches, ça paraît juste une évidence. Enfin, tu utilises 3 fois un outil comme ChatGPT, tu as compris qu'en fait, tu faisais du x10 sur ton efficacité. Donc, et puis là aussi, il y a un truc super intéressant, je pense, dans le monde du dev, qui a été le premier impacté. Parce que c'est le plus bas niveau vers l'ordi, vers les langages de programmation. Donc, c'est le premier qui a été vraiment transformé, on va dire. Bah, dans le monde du dev, là, ça fait depuis maintenant, je sais pas, peut-être, c'était à peu près autour de décembre 2025 qu'il y a eu vraiment le shift, où on est passé dans un monde où les développeurs eux-mêmes disent, mais voilà, il y avait un monde d'avant, il y a un monde d'après, maintenant ces outils, ils marchent parfaitement, etc. Donc, on observe dans des entreprises qui sont proches du dev des notions de x10, x20 en efficacité en fait sur le temps de travail. Et ça, c'est des choses qui vont, à mon avis, tu vois, par effet domino, arriver dans d'autres domaines. Je vois aucune raison pour lesquelles ça arriverait pas dans d'autres domaines, en fait. Ok, lesquels par exemple? Ben, le droit, la finance, tout ce qui touche en fait à de la manipulation de données textuelles et ou numériques va être fortement impacté. Après, les domaines qui sont un petit peu plus en bout de chaîne, c'est tous ceux qui sont liés à la matière déjà, la production, etc. Mais ça va venir potentiellement, mais ça dans 10 ans, j'en sais rien. Et puis évidemment, et ça je pense c'est le plus important, ceux qui sont liés à l'échange d'humain à humain, mais tout ce qui est de l'ordre de la thérapie, du massage, peu importe, tu vois. Enfin, mais tant mieux, en fait. Parce que ça retrace cette frontière. En fait, on a besoin de ça. On a besoin de plus de ça. Tu vois. C'est en fait, depuis les 20 dernières années, en fait, on a besoin de plus d'échanges humains. Bah, à mon avis, cette technologie, elle peut avoir comme effet de revenir à ça. Ouais. On voit aussi l'essor du podcast. Hein. Enfin, c'est rien d'autre que des échanges humains un peu longs. Mais ok, ça marche. Merci bien. Euh, le plus grand défi pour toi que ça pose, pour de nouveau une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, il est où? Il est dans cette notion de sécurité des données, dans cette notion d'accompagner la formation des gens, il est dans cette notion d'ouvrir les possibles. Tu dirais que c'est quoi par rapport aux chefs d'entreprise que toi tu rencontres? Donc dans nos domaines d'activité, là tu Ouais. veux resserrer plutôt dans le cadre. Ouais. Le plus grand défi, à mon avis, il est d'avoir en fait... le plus grand défi, je pense, il est du challenge que ça pose aux capacités que tu as acquises en fait durant toutes tes études déjà, et ensuite toutes tes années de travail. Parce qu'il y a un truc très violent, enfin il y a un truc vraiment brutal là-dedans. Tu peux te dire, en fait, j'ai passé toute ma vie à devenir expert ou experte d'une chose, et là, tout à coup, j'ai une machine qui potentiellement amène comme promesse de le faire mieux que moi. Alors évidemment, tu peux toujours dire oui, pas là-dessus, etc. Mais bon, ok, on s'entend. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez brutal et violent. Donc il y a déjà en fait toute une phase de remise en question un peu de, bah voilà, à quoi je sers, etc. Mais évidemment, tu sers à plein de choses, stratégie, etc. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais te demander à quoi ils servent du coup. Ouais, justement, bah, overview, stratégie, tactique. Bah, là, de nouveau, on peut faire le parallèle avec le dev. C'est qu'en fait, si tu veux, un dev, bah, quand je dis dev, c'est juste le fait d'écrire des lignes de code. Enfin, moi, je me considère vraiment comme un hacker, pas du tout. J'ai pas du tout une formation de dev solide, mais j'ai fait des petits projets. Bah, en fait, souvent, quand tu fais des projets de programmation, de développement, tu prends des pièces de puzzle existants. Tu peux reconstruire les pièces si ça t'amuse et si t'es bon. Moi, je prenais des pièces existantes. Donc, j'allais chercher des librairies qui existent et qui font des choses spécifiques. Un exemple concret, de nouveau, d'un projet qui était marrant et qui touche à l'écosystème roman. Peut-être certaines personnes de notre génération, enfin peut-être aussi un peu plus jeunes, ont connu. Il y a un site qui s'appelle Steve World. C'est vraiment le gars qui faisait les photos dans les fêtes de jeunesse. Donc moi, j'ai ma tête en fait sur plein de photos, puis à chaque fois, en fait, et il a gardé cette archive vivante. Donc il y a un site web qui s'appelle steveworld.com.ch, .com.ch je sais plus, ouais, je pense Ok, on que ira c'est voir. .ch. Je le connais pas. Et il y a toutes les photos qu'il a prises dans tous les événements depuis 2000
jusqu'à 2020-25. Ce type est un génie dans un sens parce qu'il a une archive encore vivante, tu vois, de tout ça. Et un jour, c'était déjà il y a 4-5 ans, c'était avant les LLM, je me dis, mais un truc qui serait trop drôle, c'est d'entraîner un petit modèle de reconnaissance faciale où je prends une photo de moi à l'époque, puis en fait, il va me chercher toutes les photos parce qu'en fait, c'est insupportable d'aller chercher parce que tu sais même plus dans quels événements t'étais, Oui. c'est les années 2000. Puis je fais ce petit outil. Mais là, j'utilise des pièces du puzzle qui sont déjà existantes, tu vois. Donc en fait, là, moi, je prends un rôle qui est plus celui d'architecte. Je me dis, j'ai un objectif en tête et je sais qu'il y a des pièces du puzzle existantes. À l'époque, j'ai quand même dû m'embêter à faire les 2-3 ponts entre les librairies, les bons imports, etc. Mais aujourd'hui, ça serait fait en 1 heure, c'est un projet comme ça. Là, ça m'avait pris 1 semaine peut-être. Mais en fait, j'ai un rôle d'architecte. Et en fait, dans plein de métiers, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste monter d'un niveau, d'avoir un rôle plus en fait de superviseur ou d'architecte en disant, bah je sais qu'il faudrait procéder comme ça, je connais un petit peu les pièces du puzzle, mais l'exécution, par contre, je peux la déléguer. Tu vois, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Et tu la délègues à qui, toi? Ben, aujourd'hui, Codex. En fait, nous, notre go-to depuis un moment, nous, notre projet de cœur, parce qu'on a mis les mains dans leur moteur, quoi, c'est Codex. C'est OpenAI, hein. Et puis là, il y a un truc qui est encore pas grand public parce que c'était à la base leur produit pour les développeurs. Et ils l'avaient conçu déjà il y a très longtemps. Et puis, autour de décembre 2025, ils se sont rendus compte que l'application qui était adressée aux développeurs était en train de devenir simplement meilleure même que ChatGPT, que la plateforme ChatGPT. Donc maintenant, ils ont un gros problème commercial, mais qui est super intéressant d'un point de vue commercial, c'est qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs sur la plateforme ChatGPT, sur l'application ChatGPT. Ils ont 4 millions d'utilisateurs sur la plateforme Codex, c'est une autre app, hein, c'est standalone vraiment, mais qui est milliards de fois plus performante, parce qu'elle a été mieux designée dès le départ, tu vois. Mais elle crache du code. Elle, Bah, ou pas que. plus que, si tu veux. À la base, elle crachait du code, elle était très geek, très ingénieur, puis maintenant, elle crache aussi du texte, puis en fait, maintenant, elle est beaucoup plus souple et malléable qu'il y a 6 mois. Et donc maintenant, ils ont un problème de plateforme, c'est que tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ai 1 milliard d'utilisateurs. Est-ce que j'essaye de rapatrier ce milliard d'utilisateurs sur un autre produit? Risque énorme, mais le produit est mieux. Ou est-ce que j'essaie de fusionner les deux? Puis en fait, ils sont très embêtés par ça depuis quelques mois maintenant. Et donc le grand public, en fait, ne sait même pas. Mais ChatGPT, c'est un peu un bateau, c'est un peu une coquille abandonnée dans un sens, hein. D'ailleurs, tout le monde va vers Claude. Mais vraiment, le flagship product d'OpenAI, maintenant, c'est Codex. Et en fait, ça va se savoir dans les semaines ou mois qui viennent, quoi, en gros. Donc nous, on utilise Codex. Codex. Ok. Ouais. Et donc, la chef ou le chef d'entreprise, quand tu lui dis, ouais, il faut commencer à tester ça, ce Codex. Ouais, moi, j'aurais envie de dire ça, ouais. Faut, Ok. faut faire un petit peu le pari que c'est un petit peu moins, on te prend par la main que ChatGPT, mais pas beaucoup, en fait. C'est la même chose. Ouais. Pour celles et ceux qui, malheureusement, ils n'ont pas des montants où ils démarrent comme ça, ils ne savent pas, Mhm. tu as quelques ressources à partager, je sais pas, un livre, une chaîne YouTube ou autre, sur justement les premiers pas, mes premiers pas dans l'IA. Bah, moi, déjà, une règle d'or, hein, que je donne, c'est ne pas se disperser. Dans le sens où, systématiquement, on me dit, mais c'est quoi les outils spécifiques pour ça? Là, moi, je mets un immense warning. Les 2 plateformes qu'il faut utiliser aujourd'hui, c'est OpenAI ou Anthropic. Moyennant évidemment la question de la sécurité des données, et si on ne parle pas de tous les produits qui sont suisses ou ceux de Infomania comme Eurea qui sont excellents, mais qui remplissent une autre question. C'est vraiment la question de la sécurité et de la confidentialité des données. Si les gens veulent tester le state of the art, Anthropic, OpenAI. Mais aujourd'hui, les gens viennent avec des sortes de listes de produits qui sont des produits dérivés, qui sont quasi infinis. Je leur dis, mais ne mettez pas les mains là-dedans, ça ne sert à rien. Puis ensuite, l'apprentissage, je dirais, il est tellement intuitif. Il y a peu de choses, en fait, que tu peux apprendre. Et même un hack très simple, c'est, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, voilà qui je suis, dis-moi quoi faire, comment. C'est bon, t'es parti, tu vois, t'es dans le truc, t'es dans la boucle. Parce que je pense que ces outils, ils sont tellement intuitifs. Enfin, c'est ça qui les a rendus révolutionnaires. Ok. Moi, j'ai entendu, j'avais fait une formation à l'époque, une petite formation en ligne, Mhm. Bootcamp, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mhm. Et moi, j'avais trouvé, tu parlais de hack, et je partage le mien. Mhm. C'est justement, moi, quand je lui demande de faire quelque chose, je ne me suis toujours pas mis à Claude. Et Dieu sait si tu me l'as dit ça, je pense qu'il y a une année. Mhm. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis toujours sur ChatGPT comme étant un peu Très bien, mon ouais. body avec qui Ouais. je parle.
je lui demande systématiquement, donc quand je lui demande quelque chose, je lui dis quelles sont les questions, pose-moi les questions ou quelles sont les questions que tu dois me poser avant ça. Ouais, C'est un bon hack, ça. super bon hack, ouais. T'en as d'autres? Ouais, j'en ai plein d'autres. Bah, déjà, le tout premier, c'est de réaliser que tu peux choisir ton modèle. Le truc le plus con du monde, hein. Mais je rencontre encore tous les jours des gens qui me disent Ok, on a fait des tests, on a regardé ChatGPT versus Claude, etc. ChatGPT, c'est une plateforme, mais derrière, tu as plein de modèles. Tu as 5.4, 5.5, tu peux l'avoir en mode réflexion étendue, pro, etc. Bah, déjà, le premier hack, c'est prends à chaque fois que tu veux poser une question, prends le modèle adapté au type de raisonnement que tu veux faire. C'est quoi les modèles adaptés alors? Bah, si tu veux faire une classiques. tâche vraiment de réflexion super longue qui prend 15 minutes, mais tu es sûr d'avoir la réponse la plus pointue que tu puisses avoir, tu prends GPT 5.5 en mode pro, et puis il te faut un abonnement conséquent, mais ça te permet d'avoir une vraie réponse. Puis si tout à coup, tu as une tâche beaucoup plus rapide à faire, c'est de la reformulation, c'est de la traduction, etc., tu prends un beaucoup plus vieux modèle, beaucoup plus simple, ta tâche, elle est faite en 5 secondes, et puis tu as une qualité adaptée. Donc déjà, ça, c'est le premier axe, c'est savoir que le premier paramètre à modifier, c'est ça. Le deuxième axe, comme tu dis, c'est de lui demander, lui, de mieux formuler ta requête, ta question, etc., parce qu'ils sont super bons pour faire ça. Donc tu lui demandes le prompt en fait. Tu dis écris-moi le prompt pour faire ça. Ouais, exact. Ouais. Ok. Ça, c'est clairement un petit hack sympa. Parce que pour plein d'autres choses que tu peux faire, par exemple, si tu veux générer des images, c'est difficile quand même de prompter un modèle pour générer une image. Donc, je peux lui dire, vas-y, donne-moi le prompt qui génère cette image, puis ça marche bien. Ok. Comment tu vois... Parce que on est aussi aujourd'hui, effectivement, une entreprise, elle a des partenaires légaux, donc elle a un avocat, elle a un partenaire, comment ça s'appelle, comptable, elle a une fiduciaire, elle a peut-être un partenaire RH qui va l'aider à faire... Tu penses que c'est comment tu vois les choses? Parce que demain, on pourra, tu vois, que ce soit Chat, Claude ou en modèle suisse, on s'en fiche, mais presque une app où il y a tous les experts dont j'ai besoin, moi, en tant que chef d'entreprise, ou même en tant qu'employé, on s'en fout. Tu penses que va y avoir comment ça va disparaître? Ça va être remplacé? Ça va... Ouais, c'est une excellente question. Bah, je pense que, tu vois, des gens qui ont fait eux-mêmes leur compta, eux-mêmes leur, je sais pas, même leur aspect légaux dans leur boîte, il y en a toujours eu. Oui. C'est pas nouveau, en fait, que tu aies tout à coup une chef d'entreprise qui s'occupe de ça, parce qu'en fait, tu as toujours eu l'occasion de le faire. Moi, comme je vois les choses, en fait, il faut dézoomer un petit peu pour pas se perdre dans le truc de, au final, tous les métiers annexes sont remplacés parce que toi, tu as juste En fait, je pense qu'il faut dézoomer un petit peu, puis il faut se dire, ce que produisent ces IA sur des opérateurs humains, peu importe leur domaine d'expertise, c'est de les augmenter. C'est de les rendre... Moi, j'aime bien même dire, en fait, c'est de leur permettre de déployer encore mieux leurs capacités. Toi, tu as des capacités spécifiques, on te mixe toi avec une IA, ça va aller dans une direction qui est encore plus marquée, en fait, dans un sens. Donc ça augmente les gens. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est plutôt que tu peux bien sûr déléguer des tâches de comptabilité ou de légal à une sorte d'IA, mais les spécialistes de la comptabilité, les spécialistes du légal, augmentés par IA, seront encore meilleurs et feront probablement des choses encore plus incroyables et stylées, travailleront plus vite, plus efficacement que toi avec une IA. Donc du coup, tu auras toujours cette course en fait en avant. Avec une polarisation entre encore plus d'experts, encore plus de généralistes, mais les experts seront encore plus experts. Ça, c'est possible, ouais. Ça, c'est aussi un truc qui est très observé et monitoré de près, plutôt sur le marché américain. Mais il y a une vraie crainte de ça. Et ça, c'est vraiment, moi, j'ai pas passé assez de temps à réfléchir à ça, mais est-ce que ça polarise encore plus les capacités? C'est-à-dire vraiment ceux qui sont déjà pointus dans un domaine vont le devenir 1 milliard de fois plus et écraser toute la concurrence de façon irrémédiable. Option. Option un petit peu catastrophe, mais option quand même. Ce qui est ce qui pourrait être un bon sujet de polar. Un bon sujet de polar, mais surtout, non, mais une bonne suite pour vous, vu qu'effectivement, avec Ogram, vous êtes quand même bien expert de tous ces enjeux-là. Donc, si on est sur des courbes en cas, vous devriez... Ouais, bah ça serait le mieux qui puisse nous arriver, tu vois. Je pense que nous, c'est un petit peu notre pari aussi, que tu dois quand même allouer des ressources à quelque chose, et dans une révolution qui va si vite, l'allocation de tes ressources dans une direction donnée, bah en fait, elle a un poids essentiel. Et aujourd'hui, comme ça s'accélère de semaine en semaine, ben, c'est vraiment une question de sur quel chevaux tu es en train de miser. Puis nous, on a pris plus de temps au démarrage parce qu'on a essayé d'être tactique là-dessus. Et j'espère que je souhaite que c'est ce qui va nous servir. On vous le souhaite. Ogram, aujourd'hui, vous êtes combien? On est 3 co-founders.
2 profils de l'EPFL, un computer science, un autre sciences de l'environnement, et puis moi qui est plus en profil hybride. Ok. Et comment vous faites votre démarchage? Là, Vous balancez tout ça à l'IA, vous lui dites trouve-moi les bons clients ou... Ouais, ben un mix des deux. Mais ok, je vais venir sur ce terrain-là, parce qu'il y a quand même un truc que tu vas apprécier là-dessus. Mais il y a un mix, il y a du très organique dans le sens où la demande, en fait, elle émerge. Là, pour l'instant, on fait même pas de com, on fait pas de pub. D'ailleurs, souvent, c'est un peu un joke autour de nous. C'est que beaucoup de gens nous disent, mais en fait, ça fait un moment qu'ils suivent ce qu'on fait. Mais en fait, c'est quoi le produit? C'est quoi Parce qu'en fait, on veut... Enfin, on n'a même pas besoin vraiment de faire de démos. C'est pas forcément une question de besoin. Mais comme les workflows, comme les dynamiques sont complexes, c'est très difficile de faire une démo, en fait, de ces outils, tu vois. Tu peux pas vraiment montrer aux gens, prends 10 gigas de données légales et puis mets-les là-dedans et puis il ressort ça. C'est pas une très bonne démo, tu vois. C'est pas... Bon, ça, il y a une chose. Mais Encore que peut-être, ouais. Peut-être, mais ça donne pas grand-chose. Tu vois, tu vois juste des documents qui se font parser, puis tu vois juste des résultats qui s'affichent. Bon, why not, tu vois. Bon, ça, c'est la partie organique. Mais après, moi, j'ai mon petit terrain de jeu un peu spécifique où je cherche en fait à mapper précisément l'écosystème légal de Genève avec les acteurs clés dans des domaines d'expertise super pointus. Donc, on parle ici plus de fusion-acquisition pour des institutions financières régulées par la FINMA, etc. Donc ça, c'est un petit peu le domaine où je me dis, c'est la place genevoise qui a encore un coup à jouer dans le monde. Hein, on parle vraiment là à l'écosystème mondial. Dubaï aujourd'hui est en train de monter, mais Genève reste quand même une place importante pour ça. Donc il y a des vrais spécialistes de ça, il y a vraiment des personnes qui sont clés là-dedans. Et puis pour ça, j'ai utilisé une sorte de CRM, on va dire, fait avec Codex. Et puis ça, là, c'est 100% du texte. C'est-à-dire, il n'y a pas de dashboard, il n'y a rien qui s'affiche. Je suis dans mon instance Codex. Je lui ai demandé de mapper toutes les études clés, toutes les personnes, à quel poste, etc. Donc j'ai vraiment des informations sur ces personnes. Et puis ensuite, je dis, ok, maintenant, j'ai tel rendez-vous qui est agencé, j'ai déjà eu telle discussion avec la personne, hein. Puis je fais de la tactique vraiment avec ça. Et c'est stratosphérique. Enfin, je veux dire, personnellement, je ne vois plus pourquoi j'aurais besoin d'un HubSpot avec des dashboards partout, parce que là, c'est que du langage. Donc j'ai du feedback immédiat. Cette personne-là, elle a l'air connectée avec telle autre, elle a fait tel truc. Et puis moi, ça m'aide beaucoup à anticiper ce que les besoins de la personne. Donc ça, pour moi, c'est l'outil rêvé, quoi. Mais dans un CRM, on garde aussi toute l'historique. Ouais, pareil. Ok. Ça marche aussi. Historique de conversation, historique des échanges, historique de où t'en es, des points de traçabilité de ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, etc. Ah ouais. C'est ça, ouais. Ok. Et ça, c'est magnifique. C'est bien. Hein. Ok. On arrive tranquillement au terme de cet épisode. Merci déjà beaucoup d'être venu nous raconter Merci à toi. Ton histoire et puis partager. Et puis ces petits hacks aussi que tu nous as donnés. Ouais. Il y a d'autres choses dont tu aurais voulu qu'on parle, d'autres choses qui te semblent essentielles aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des personnes qui entreprennent, des personnes qui veulent entreprendre avec /IA. Mm-hmm. Il y a quand même un point... Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a quand même un point d'attention assez important à avoir. Et je dis pas que moi, ça fait plus de temps que je suis dedans. Et puis, c'est pas du tout ça le propos. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé dans mon parcours d'utilisation de ces outils appliqués au business, qui, je pense, va ne faire que se renforcer avec le temps et qui est quand même un risque assez conséquent. C'est que au tout début, j'ai utilisé ChatGPT ou Claude ou Codex pour faire de la stratégie, comme on le disait tout à l'heure. Donc, tu vois, voilà le marché que je vise, donne-moi des stratégies, etc. Et puis, il y a ce phénomène qu'on appelle hallucination, classique, mais en fait, ces modèles sont extrêmement bons à te donner une réponse plausible, argumentée, qui va, en fait, évidemment, tordre un tout petit peu le réel en ta faveur. Okay. Donc, tu vois, à l'époque, ce qu'on disait pour les entrepreneurs, c'est donc tu travailles dans ta cave, mais derrière, tu dois aller voir les gens, tu dois aller voir les clients. Maintenant, ce qu'on doit dire aux entrepreneurs, c'est tu travailles dans ton ChatGPT, dans ton Claude, dans ton Codex, mais n'oublie pas que tu es en train de fantasmer des scénarios potentiels et à côté, il y a la réalité du marché, du terrain, qui paye vraiment pour un outil ou un autre. Puis moi, ce que j'observe maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou dans les sphères où en fait on a un peu des concurrents, et puis principalement sur Twitter, donc c'est plutôt des concurrents internationaux, il y a des gens, à mon avis,
qui rentrent légèrement maintenant dans des sortes de bulles d'autoconviction qui sont dues à leur utilisation trop prononcée de Claude ou de ChatGPT. Où en fait, ils se mettent dans un truc où ils sont convaincus en fait d'une sorte de scénario sur le monde. Et quand tu regardes les faits, tu te dis mais non, c'est faux, c'est pas possible. Et j'ai un exemple en tête de quelqu'un où je me dis mais ça, je pense qu'il est un peu trop biberonné à Claude, en l'occurrence. Euh, et puis le risque, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Mais c'est juste que tu peux prendre beaucoup de temps, 6 mois, une année, à être allé dans une direction, puis t'as oublié en fait de te confronter à une réalité financière et du marché, et puis t'as perdu en fait 6 mois ou une année, quoi. La fameuse hypothèse de désirabilité qu'on répète à qui veut l'entendre chez JM. Mais c'est vrai que moi, ce que je constate aussi par rapport à ça, et quand on parle avec d'autres, que ce soit à la FIT, que ce soit aussi les gens en Valais de... Ah, bah, en Fribourg, il y a FreeUp. Mhm. J'ai perdu le nom de mes collègues valaisans. On n'a jamais reçu autant de business plans bien Ouais, faits. ouais. Et c'est vrai qu'on arrive encore moins à savoir si ces business plans, ils ont été confrontés à un moment donné à des vrais monsieur, madame. Mhm. Parce qu'on a des gens qui nous disent non, non, mais moi, l'étude de marché, je l'ai faite parce que j'ai dit à Chat ou à Claude, on s'en fout, mets-toi dans la peau de Bien sûr, Elliot, hein. il a 32 ans, il fait ça, il a fait ça comme étude, etc. Puis ils ont des interactions fictives. Ouais, ouais. Mais ça, pour toi, même paramétré au mieux, on remplacera pas une vraie discussion avec Elliot, quoi. Bah, tu évoquais tout à l'heure YouCreate, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour leur programme, mais c'était justement en 2023. Bah, un des premiers trucs auxquels on avait pensé avec mon associé à ce moment-là, c'était ben, pour ton Customer Discovery, ce genre de truc, ben, tu crées en fait des personas de synthèse, logique. Maintenant, je pense que le gros risque aujourd'hui, il est pour des entrepreneurs, le plus gros risque, vraiment la chose la plus simple, c'est quelle partie du terrain va être mangée par les plateformes, key players, enfin les OpenAI, Anthropic. C'est le seul risque. C'est-à-dire que tu peux imaginer tout ce que tu veux de oui, j'ai fait ma customer discovery, puis j'ai utilisé des personas et puis machin. Si ton produit à la fin c'est je vais faire l'IA pour les vétérinaires, pose-toi très 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 sérieusement la question de pourquoi en fait ces vétérinaires n'auraient pas tout intérêt à utiliser des plateformes américaines. Donc je pense que c'est aussi le deuxième plus gros risque actuellement. Ouais. Ok. Et c'est quoi la réponse? Moi, je pense vraiment que 99% de tout ça sera capturé en fait par ces plateformes-là. C'est pas un positionnement fataliste, hein, parce que je suis convaincu qu'il y a une valeur ajoutée en bout de chaîne à faire le last mile, c'est-à-dire vraiment à accompagner en fait des entreprises à mieux utiliser ces outils, meilleure configuration, etc. Ça, j'en ai aucun doute. Mais Mais enfin, quand tu regardes ce qui s'est passé en informatique avec les ordinateurs personnels, donc dans les années 80, on va dire 90, peut-être pas l'avant 80, je sais plus maintenant, j'ai un doute, mais t'as en fait deux plateformes qui se sont imposées comme étant les plateformes universelles, Mac, Windows. À l'époque, il y en avait 1 million. Enfin, dans tous les garages californiens ou n'importe où dans le monde. Il y a même eu en Nord Suisse, hein, Smackit, Jean-Daniel Nicou, qui était aussi une merveille en soi, hein, technologique. Mais aujourd'hui, tu utilises un Mac ou tu utilises un PC, dans le fond. Et puis, c'est pas un problème, c'est pas grave, parce que par-dessus la plateforme Mac, ben, tu as des modèles d'affaires à l'infini. Je veux dire, il y a des gens qui font leur beurre dans tous les domaines possibles avec des Mac ou avec des PC. Mais par contre, il faut admettre que les plateformes, c'est ça. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc un peu similaire. Les plateformes, à mon avis, seront OpenAI, Anthropic. Peut-être Google aura un produit plus tout public, un peu moins cher, possible. Mais c'est pas grave. Il y a 1 milliard de modèles d'affaires à construire sur ces plateformes. bon, on va conclure là-dessus. Il y a 1 milliard de business models à construire sur ces plateformes. Merci beaucoup, Elliot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du succès, de la chance, et puis du bonheur, je pense. Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt.